Freud a été scandaleux dès la première parution de ses œuvres. Il était scandaleux parce qu'il parlait de sexualité. Il parlait de l'importance de la sexualité dans la construction psychique des enfants et des futurs adultes. Et la place que le plaisir, le désir, et surtout le refoulement de ce désir pouvait créer, c'est-à-dire toute la création de l'inconscient, était absolument un scandale au moment où tout ça a été conçu. Pour la société viennoise de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, toutes ces questions étaient des questions taboues. Les enfants étaient des anges, la sexualité des adultes relevait de la chambre à coucher, point. Donc, il a toujours créé scandale. L'existence à l'intérieur de nous de toute une série de désirs refoulés, de désirs qui conduisent aussi à l'autodestruction, qui conduisent à certaines ambivalences dans la vie courante. Tout ce qui nous agite à l'intérieur, derrière le discours construit, le discours policé que nous utilisons dans la société. Tout ça était absolument terrible. Et puis, petit à petit, les années ont passé, effectivement, et tout ça est devenu très banal. Il y a eu l'explosion de la libération sexuelle, et on s'est aperçu, effectivement, à quel point la sexualité était quelque chose d'important dans nos vies, et à quel point la libération de cette sexualité était aussi une libération psychique, et une libération des liens sociaux dans la société dans laquelle on vit. Donc, je dirais que ce premier Freud, il est passé de mode, d'une certaine façon. C'est-à-dire que tout ça est devenu une évidence, que le complexe d'Oedipe, la sexualité infantile, la perversion polymorphe de l'enfant, bon, tout le monde pouvait constater ça n'étonnait plus personne. Et Freud a été attaqué à ce moment-là, effectivement, au nom d'un certain pragmatisme lié à la vie moderne, à la vie contemporaine. Il faut aller beaucoup plus vite. Imaginer des cures qui durent des années, qui coûtent aussi cher, enfin tout ça ne convenait plus. Il fallait quelque chose qui réponde très rapidement à des demandes et qui réponde très rapidement aux questions que les gens se posent. Donc, je dirais que la deuxième série d'attaques, elle portait plus sur les théories de départ, mais sur le fait que l'existence même de l'inconscient et de traiter les gens en explorant l'inconscient est quelque chose qui n'était plus de mise. Mais dans le même temps, on se rendait bien compte que si on n'allait pas jusqu'au fond de tout ce que l'inconscient nous révèle, dans la place qu'il occupe dans les liens sociaux, dans la place qu'il occupe aussi dans tous les événements majeurs du XXe siècle, la Shoah, les génocides, toute la destructivité que les hommes utilisent entre eux, eh bien, quelque chose manque à la discussion. Et donc, Freud a rencontré et rencontre encore autant de défenseurs que de personnes qui l'attaquent. Les défenseurs, au nom, je dirais, d'une richesse et d'une complexité de ce qu'est la vie psychique, et ceux qui l'attaquent, qui veulent faire l'économie de cette complexité. Freud a fait une découverte absolument fondamentale, c'est l'importance du sexuel. Le sexuel, ce n'est pas seulement la sexualité au sens de l'acte sexuel, c'est l'importance du plaisir, et que le plaisir, il se situe dès la naissance, dans tout le corps de l'enfant et dans le rapport que l'enfant va avoir avec son environnement, à commencer par le sein maternel, le biberon, les premiers contacts et les premiers touchés. Que tout ça, ce sont les prémices d'une sexualité qui va se développer par la suite sur ces bases-là. Et que ces bases-là, des 3-4 premières années de l'enfant, sont fondamentales dans la façon dont, justement, le sexuel va se structurer, se former dans son esprit, se fabriquer. Comment il va s'approprier son corps, ses organes sexuels, s'il est un garçon ou s'il est une fille,
son désir, ses orientations sexuelles, à partir de tout ce qui lui est offert par son environnement et par le monde qui l'entoure. Comment il va fabriquer à la fois des pulsions, des besoins qui vont le pousser vers l'autre, et en même temps des peurs, des angoisses, qui vont faire qu'il se replie sur lui-même et qu'il est éventuellement dans des processus d'autodestructivité. Tout est là, c'est-à-dire tout se joue encore une fois dans ces premiers contacts et dans la façon dont le monde est offert à l'enfant. C'est les fondations de la maison. Et après, la maison, c'est-à-dire la sexualité de l'adulte, se construit sur ce sexuel de l'enfant et sur la façon dont il a investi son corps et ses organes. Donc ça, je dirais que c'est une donnée universelle pour la psychanalyse. Maintenant, bien évidemment, selon les cultures, eh bien, selon la façon aussi dont les cultures et les époques élaborent la question de la sexualité et des interdits liés à la sexualité, tout ça influe sur le sexuel de l'enfant. Mais il y a cette donnée universelle qui est que l'enfant est pris dès sa naissance entre la fusion avec l'autre, entre le fait d'être dans un corps à corps avec l'autre, avec le corps à corps maternel, le corps à corps paternel, avec son environnement, et l'angoisse de devoir se séparer, s'autonomiser, se construire, accepter son corps et sa sexualité. Alors, la psychanalyse, c'est on pourrait dire, une science de l'émancipation. L'émancipation, au sens où elle émerge au tournant du XXe siècle, quand l'individu, dans les sociétés occidentales, s'émancipe d'un certain nombre de contraintes, de morale et d'appartenance. L'individu émancipé du début du XXe siècle, c'est un individu qui rompt les chaînes qui le relient aux contraintes des groupes auxquels il appartient, aux contraintes de la religion, aux contraintes d'une certaine morale, et surtout d'une morale religieuse. Donc cet individu, il se cherche comme personne, il se demande qui il est à l'intérieur de lui, qui il est réellement, non pas qu'il est défini par une identité qui lui est donnée par les règles extérieures, et notamment les règles de la religion et les règles de la morale, mais selon son propre besoin, ses propres désirs, ses ressources intérieures. C'est cet individu-là qui interroge et qui forge, on pourrait dire, la psychanalyse. Cet individu qui repousse le monde extérieur pour se trouver lui-même. Et effectivement, cet individu, c'est l'individu dans les sociétés occidentales contemporaines. Les individus dans les sociétés traditionnelles, encore aujourd'hui dans les sociétés traditionnelles, se définissent bien davantage par leurs appartenances et par le fait qu'ils se soumettent à une certaine morale et à un certain discours religieux. Et c'est cette soumission qui les définit. Donc, effectivement, la psychanalyse, on pourrait dire, fonctionne plutôt dans le monde des individus émancipés qui se cherchent eux-mêmes que dans le monde des individus soumis qui vont trouver les réponses dans la morale religieuse ou laïque qui les environne. Tell me what you say. En tout cas pour la France, certainement, oui. C'est-à-dire que la France, c'est l'individu des Lumières. C'est l'individu qui lutte en permanence pour sa liberté, qui lutte en permanence pour son émancipation, qui lutte pour justement trouver en lui les conditions de son existence et les conditions de sa liberté. Et c'est cet individu, je dirais à la fois issu des Lumières, issu de la Révolution, c'est cet individu-là qui est sans doute le plus interpellé par la psychanalyse et par ce qu'elle apporte en termes de désaliénation et en termes de liberté. Alors, l'Argentine, effectivement, peut-être pose un peu les mêmes questions. C'est-à-dire que l'Argentine aussi
émerge d'une politique de contrainte et à forger des individus qui luttent pour leur liberté, qui luttent pour leur liberté sociale et qui luttent pour leur liberté psychique. J'imagine qu'il y a là quelque chose qui a rencontré la psychanalyse dans ce mouvement émancipateur. Je dirais que l'individu de pré-freudien, c'est un individu soumis et qui gagne sa liberté dans un certain combat par rapport à cette soumission sociale. C'est un individu qui va lutter contre la monarchie, par exemple, qui va lutter contre une certaine forme de patriarcat, qui va lutter contre la religion, qui va lutter contre le fait que le roi est le représentant de Dieu, que le patriarcat est issu de cette vision très verticale de la société. C'est donc un individu dont la liberté est dans ce combat pour l'émancipation. Freud, il a un petit peu déplacé ce combat, c'est-à-dire qu'il a montré que notre aliénation est évidemment liée à un certain nombre d'aliénations sociales, mais surtout, elle est introduite à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, et qu'au fond, nous nous soumettons à des contraintes que nous nous forgeons nous-mêmes en intégrant ces règles sociales, et parfois d'une façon démesurée. Donc, je dirais que le combat auquel la psychanalyse amène l'individu contemporain pour se libérer, c'est davantage un combat intérieur qu'un combat contre le reste du monde. Et du reste, on le lui reproche, et je dirais qu'on peut le lui reprocher avec raison, si la psychanalyse est mise à toutes les sauces, comme étant l'explication la seule explication du malaise dans la civilisation. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tout ce qui serait de l'ordre du combat social n'aurait plus de sens, puisque c'est avant tout à l'intérieur de soi qu'il faut trouver une façon de rompre un certain nombre de chaînes. Mais ce débat n'a pas de sens, c'est-à-dire que cette aliénation qui se joue à l'intérieur de soi n'est qu'une transposition d'une aliénation sociale beaucoup plus vaste, dans la mesure où l'individu se forge à partir des liens, et des premiers liens qu'il a avec un père, avec une mère, avec le patriarcat, et avec des parents qui ont intégré eux-mêmes les règles et la culture sociale qui les environne. Donc je dirais, on ne peut pas opposer les deux combats, au contraire, ils se potentialisent l'un l'autre. Freud n'avait peut-être pas mesuré à quel point cette libération de l'individu des chaînes qui le relient aux obligations sociales, à la morale, à la religion, etc., allait conduire à un certain narcissisme, c'est-à-dire à une certaine narcissisation de l'image triomphante de soi-même, qui doit toujours émerger d'elle-même, qui doit toujours s'autodéfinir, qui doit toujours se contempler dans un miroir ou dans un selfie pour authentifier le triomphe dans lequel il est. Donc, effectivement, mais Freud n'y est pour rien. Freud n'en est finalement que le descripteur de la société dans laquelle on est. Il ne la crée pas. En favorisant un tel éclairage sur les individus comme étant des êtres autoproclamés et des êtres exceptionnels, et où chacun doit en permanence trouver sa propre exception, eh bien, on favorise un autre malaise dans la civilisation, qui n'est plus un malaise lié aux enchaînements de la culture et de la morale, mais un malaise lié à cette angoisse d'être soi, cette fatigue d'être soi, le fait de devoir se trouver au-delà de toutes les appartenances. Et effectivement, le selfie, c'est un peu la représentation de ça. Ok.
Alors, Freud n'a pas pulvérisé la famille, loin de là. C'est beaucoup plus tard que certains descendants de Freud se sont attaqués à la famille comme étant davantage, finalement, un lieu comment dire, de misère psychique, c'est-à-dire un lieu, finalement, où l'épanouissement de l'enfant était toujours entravé par la force de la famille. Ça, c'est tout le courant antipsychiatrique, plutôt des années 50 et 60. Freud, il a plutôt glorifié la famille, c'est-à-dire qu'il a montré plutôt ce que devait être une bonne famille à ses yeux, c'est-à-dire une famille qui permet l'épanouissement de l'enfant. Alors, effectivement, il a repris la famille on pourrait dire la famille tragique, la famille de la tragédie grecque, dans laquelle se jouent toujours des histoires d'amour, de rivalité, de haine absolument féroces, absolument destructrices. Mais en même temps, dans un même mouvement, il montre que seule cette famille permet la construction psychique parce que justement, elle permet, à travers l'amour et la haine, à travers la constructivité et la destructivité, de se construire, de dépasser ces mouvements de haine, de rivalité, qui sont les mouvements internes de l'enfant. Okay, Freud left after him. Pour moi, la plus importante contribution de Freud, et je dirais la plus moderne, la plus importante à l'heure actuelle, c'est le concept de bisexualité psychique, comme étant finalement la clé de voûte de l'inconscient. La bisexualité psychique, ça veut dire que nous sommes des individus universels. Nous avons énormément de potentialités, qui sont des potentialités à la fois masculines et féminines. Que pour l'inconscient, être un homme ou être une femme, ça ne signifie rien. Et que notre construction psychique se fait par amputation, par élimination. C'est-à-dire que devenir un homme, devenir une femme, c'est se couper à l'intérieur de soi d'un certain nombre de caractéristiques universelles. Et je crois qu'aujourd'hui, sur toute la réflexion qu'il y a sur le masculin, le féminin, sur l'hétérosexualité, sur l'homosexualité, qui sont des questions très très contemporaines, Freud apporte un éclairage extrêmement novateur par rapport à cela. C'est-à-dire que justement, il permet de penser davantage l'universalité de la personne, comme étant potentiellement masculin et féminin. Et ça, pour moi, c'est aujourd'hui ce qui est extrêmement éclairant. Qu'est-ce que c'est le what you just said? Oui, on voit bien Conchita Wurst, vainqueur de l'Eurovision. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle fascination pour un personnage comme celui-ci, qu'on aurait considéré comme un monstre il y a 20 ans? Parce qu'elle montre quelque chose qui est une ouverture des frontières, une ouverture des limites. Une ouverture des limites entre le masculin et le féminin, l'homme et la femme, l'homosexualité et l'hétérosexualité. C'est-à-dire quelque chose qui fait que chacun, aujourd'hui, peut se définir, non pas dans un camp, dont il va devoir adopter tous les codes et toutes les normes, mais trouver lui-même son propre système de normes. À commencer par physiquement, dans la façon dont il a envie de se comporter comme homme et comme femme, à partir de la sexualité dans laquelle il va se sentir plus libre. Et ça, eh bien, contrairement à l'image de Freud qu'on voit comme extrêmement normatif, extrêmement hétéronormé, je dirais, eh bien, la psychanalyse offre la possibilité de comprendre cette ouverture. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si des féministes américaines et des féministes comme Judith Butler, par exemple, qui sont les féministes les plus absolues hein, dans leur recherche sur les questions de genre et sur les questions de normes sexuées et de normes sexuelles, font référence à Freud. Great.
Ben, d'abord, les faits sont des faits. Oui, les faits sont des faits, mais les faits que relate Onfray sont truffés d'erreurs. I must say one thing, Hmm. because I can see by the answer that I must. Ben, les psychanalystes français ont été, mais pas que les psychanalystes, ont été enragés par le livre d'Onfray pour plusieurs raisons. D'abord, simplement au niveau des faits. Le livre d'Onfray est truffé d'erreurs sur les faits, sur les chronologies, sur la façon dont les choses se sont passées. Il parle de faits qui se sont passés certaines années alors qu'ils se sont passés 10 ans avant. Il invente, par rapport à Freud, un certain nombre d'événements sur sa vie sexuelle qui ont été très fortement, qu'on trouve dans certaines sources, mais que beaucoup d'autres sources et beaucoup plus sérieuses vont invalider. Donc déjà, ce n'est pas un livre d'historien. C'est-à-dire que sur le plan simplement de l'historique du livre, c'est plein d'erreurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est un livre de pamphlétaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, comme le fait toujours Onfray, c'est-à-dire Onfray, c'est quelqu'un qui s'attaque systématiquement à toutes les grandes figures du XXe siècle pour montrer à quel point lui-même est la seule figure extraordinaire et novatrice de la pensée philosophique du XXe siècle. Donc ça, on en a l'habitude. Mais l'attaque qu'il fait de Freud est tellement, comment dire, dans une comment dire, dans une contre-description, une contre-interprétation de tout ce qu'a fait Freud. C'est-à-dire que Freud soit quelqu'un qui soit normatif, soit quelqu'un qui soit homophobe, soit quelqu'un qui est par rapport aux femmes, n'est pas saisi la complexité de la libération de la sexualité féminine. Je veux dire, tout ça, c'est exactement l'inverse de la démarche freudienne. Alors, que Freud ait fait plein d'erreurs, que Freud soit un homme de son temps, bien évidemment, avec un certain nombre d'œillères liées à son époque. Moi, ce que je trouve extraordinaire chez Freud, c'est que il découvre les choses au fur et à mesure, avec beaucoup de passion, et que, effectivement, et là, Onfray a raison, il peut dire une chose et son contraire. Il peut être plein de contradictions. On peut, en lisant deux textes écrits à 10 années d'intervalle, on peut lire qu'il va y avoir des théories qui vont totalement invalider les théories qu'il a créées avant. Mais justement, parce que il se nourrissait de sa clinique pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et que le grand tort de Onfray, c'est de lire Freud comme une pensée fermée, une pensée close sur elle-même, alors que ce sont les bases d'une ouverture qui ont permis à 3 ou 4 générations de psychanalystes maintenant, de puiser un certain nombre d'éléments pour pouvoir les retravailler, les refabriquer, les reformer, des Winnicott, des Mélanie Klein, des Didier Anzieux, des Lacan, etc. Eh bien, ils ont repris ces écrits, ils les ont transformés, ils en ont invalidé certains pour en créer d'autres, et c'est ce foisonnement qui est intéressant. Les psychanalystes ne sont pas dans des sectes et dans des chapelles comme on lit la Torah et comme on essaierait d'annoncer des vérités à partir des textes de Freud. Ce sont des gens qui, à partir de leur clinique, à partir de leur travail, se servent de ces bases-là pour forger d'autres outils. Il y a des dizaines de nouveaux modes de psychothérapie, plus ou moins issus de la psychanalyse, qui sont nés aujourd'hui et qui s'éloignent considérablement de la psychanalyse et de la cure type. Je dirais que l'accusation principale d'Onfray, c'est-à-dire sur le fait que la psychanalyse n'est pas une science, mais qu'elle est née de la subjectivité d'un homme, est une accusation absurde, parce que c'est justement l'essence même de la psychanalyse. L'essence même de la psychanalyse est que c'est une théorie subjective, c'est une théorie qui part, c'est une théorie du transfert et du contre-transfert, c'est une théorie qui part de l'expérience de chacun
pour pouvoir trouver ses propres fondations. Parce que c'est une théorie de la relation humaine. Or, la relation humaine ne relève pas effectivement du domaine scientifique, elle relève des affects, elle relève des émotions, elle relève d'expériences subjectives, et que c'est à partir de cela que Freud a forgé ses propres outils. Donc on ne peut pas le lui reprocher, puisque c'est l'essence même de la psychanalyse. Freud, il a analysé ses propres rêves, il a exploré sa propre sexualité, il a exploré la relation qu'il avait avec ses propres enfants, la relation qu'il avait avec son père. Donc bien évidemment, ça c'est au centre de la psychanalyse, la relation qu'il avait avec la religion et avec le judaïsme. Et même avec l'homosexualité. L'histoire de la psychanalyse, c'est des histoires d'amour passionnel entre Freud et certains de ses disciples, comme Fliess par exemple, ou comme Jung, qui sont des histoires homosexuelles sublimées d'une certaine façon, et qui lui permettent aussi de forger certains outils sur l'homosexualité inconsciente, sur la rivalité. Donc, l'expérience subjective de la vie de Freud, elle est au centre de sa théorie. C'est à partir de ça qu'il l'a forgée. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit d'élucubration si effectivement tout le monde en lisant ça disait bon ben voilà, ça c'est l'expérience du père Freud et elle n'intéresse personne. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui se sont dit ah ben il y a là quelque chose de passionnant et quelque chose qui va nous aider à la fois sur le plan personnel et va nous aider à travailler. Eh bien, ce qui se passe, c'est que chacun comprend qu'en puisant dans sa propre intériorité, dans sa propre vie, dans sa propre expérience, eh bien, c'est là que vont se forger les outils qui vont lui permettre d'entrer en contact avec l'autre et d'aider l'autre. C'est toute la logique du transfert et du contre-transfert qui est au cœur de la psychanalyse. Et ça, de toute évidence, Onfray ne l'a absolument pas compris. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas compris ce qu'était l'essence même de la psychanalyse. Alors, à côté de ça, Freud, c'était un homme qui avait beaucoup de défauts. Oui, c'est vrai. Il était extrêmement autoritaire. Il ne supportait pas d'être contredit par ses disciples. Il a provoqué le suicide d'un certain nombre de ses disciples tellement il voulait marquer sa marque, il voulait être le maître tout-puissant et qu'il n'était pas question que quelqu'un puisse lui faire de l'ombre, qu'il pouvait repousser quelqu'un qu'il avait adoré la veille. Tout ça est vrai, que la relation qu'il a eue avec sa fille Anna était certainement une relation extrêmement ambiguë, de possessivité de sa fille, qui a passé son existence à être dévouée à son père. Mais en même temps, si on parle de ça, puisque Onfray en parle, Anna était homosexuelle, Anna vivait avec une femme, et elle vivait avec une femme et les enfants de cette femme, à Londres, dans le même immeuble où habitait Freud. On peut dire que Freud, il a hébergé chez lui la première famille homoparentale. C'est-à-dire qu'en même temps, il avait une ouverture d'esprit par rapport à ça qui était très remarquable pour son époque. Alors après, les histoires de sexualité, s'il a couché avec sa belle-sœur, enfin bon, quelle importance peuvent avoir tous ces détails par rapport au fait que cet homme a eu un rayonnement universel qui continue d'exister à l'heure actuelle, qui continue d'être lu par des dizaines et des centaines et des millions de personnes qui vont trouver quelque chose qui répond à leurs questions. J'ai envie de dire que les vociférations d'Onfray sont absolument sans intérêt par rapport à cette réalité-là. Je pense que Onfray est jaloux du rayonnement de Freud, tout simplement. Onfray se veut dans un rayonnement personnel, je dirais le même rayonnement dans lequel Freud a été et toujours depuis le siècle dernier, c'est-à-dire dans ce mouvement émancipateur, dans ce mouvement de libération du peuple. Et Onfray, à sa façon, cherche à déboulonner un certain nombre d'idoles, Freud, mais beaucoup d'autres, et Nietzsche, et Sartre, et Camus, et enfin bon, tout un tas de personnes, comme si c'était sur ce déboulonnage des idoles qu'il allait pouvoir asseoir sa gloire personnelle. Je dirais que Freud, pour moi, c'est un maître, au sens
au sens fort du terme, c'est-à-dire c'est quelqu'un chez qui je ne finis pas de puiser des ressources, des interrogations, des chemins, des voies. Et en même temps, alors c'est un maître mort, donc c'est un maître qu'on ne peut plus contester, mais en même temps qui offre la possibilité, à travers tout ce qu'il a ouvert comme perspective, sur l'esprit humain, sur l'inconscient, sur le psychisme, donne la possibilité de pouvoir s'en emparer pour pouvoir se les approprier et pour pouvoir les transformer, pour pouvoir créer sa propre invention. Et d'ailleurs, on le voit, puisque depuis un siècle et demi, de par le monde, des psys de tous bords, qui ne sont pas forcément psychanalystes, puisent là des éléments qui leur permettent de travailler. Ça, je dirais que c'est pour l'élément professionnel. Il est, de tous ceux qui ont écrit sur le psychisme, à mon sens, celui qui continue d'offrir encore le plus d'ouverture et de transformation. Sur le plan personnel, moi j'ai découvert Freud quand j'avais, je ne sais pas, 17 ou 18 ans. J'ai commencé à lire ses livres et ça a été un choc. C'est-à-dire que ça a été un éclairage sur moi-même, sur mon histoire, sur mon psychisme, sur ma sexualité, sur tout un tas de questionnements qui sont les questionnements d'un adolescent de 17 ans. Et ça a été des éclairages qui ont été des éclairages fulgurants. Maintenant, si Freud était vivant, j'adorerais l'écouter, j'aurais pas forcément envie qu'il soit un ami. Je pense que c'est quelqu'un qui, dans son intransigeance, dans sa soif d'être lui-même, était quelqu'un certainement de difficilement fréquentable. Ah non, la psychanalyse, enfin pour moi, personnellement, ça n'a pas été comme ça, une expérience amusante et légère. La psychanalyse, ça a été une vraie bifurcation dans mon existence. C'est-à-dire, ça a été ce qui m'a permis d'être moi, tel que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire de repenser un certain nombre de mes fondations et de me défaire d'un certain nombre d'aliénations. Donc, mais la psychanalyse dans un long parcours, c'est-à-dire la psychanalyse, mais aussi tout un tas d'autres approches, d'autres thérapeutes que j'ai pu rencontrer, qui n'étaient pas psychanalystes, mais qui sont venus, je dirais, dans un deuxième temps, après ce premier temps de la psychanalyse. Il y a des tas d'autres façons aussi, sur le plan psychique, de se prendre en soin et d'avancer.